Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le nouveau / futur scanner 3D de Creality. Ils m'ont dit que ça s'appelait le Creality Magic Swift. Ça m'a été envoyé directement par Creality et au moment où je filme cette vidéo, si je fais une recherche sur le web, si j'écris Creality Magic Swift, je n'ai aucun résultat. Donc essentiellement, ce scanner est encore plus nouveau que nouveau parce qu'il n'existe même pas encore. Donc aujourd'hui, on va parler de ce scanner, mais aussi à un moment de la vidéo, on va imprimer en 3D un objet qu'on va avoir scanné. Et lorsqu'on sera rendu là dans la vidéo, je vais vous parler du nouveau filament PLA éco-responsable de Solutions EFIC Eco. Puis aussi, je vais vous parler de leur boîte Eco-Récup pour ceux qui possèdent des grandes quantités de plastique issus de l'impression 3D et qui veulent s'en départir, ça peut être une bonne option. Donc je vous reparle de ça plus tard dans la vidéo, puis tous les segments de la vidéo sont identifiés dans la barre de progression juste en dessous. Alors si vous voulez encourager une compagnie québécoise, vous pouvez voir tout en bas à quel moment je vais parler de ça dans la vidéo. Donc ce scanner, c'est pas encore en vente. Comme je vous ai dit, il n'y a pratiquement pas d'informations disponibles au sujet de ce scanner-là. Creality, au départ, ils m'ont dit que c'est un projet qui serait réalisé par financement participatif. Finalement, ils m'ont dit qu'ils ont abandonné l'idée du financement participatif et ils vont directement y aller en pré-vente. J'ai pas de date, j'ai pas de prix non plus. Le matériel, le hardware, je sais pas si c'est version finale ou pas, mais je ne pense pas. Donc, je vais vous reparler de ça tout à l'heure. Mais côté logiciel à l'ordinateur, ça, je peux vous confirmer que c'est pas encore terminé. C'est à l'état démo, donc démonstration. Donc déjà, je vais être honnête avec vous, c'est pas encore au point. Clairement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce scanner-là soit utilisable de façon facile et pratique. Mais puisque ça fait à peu près un mois que je l'ai en ma possession puis que je m'amuse avec, j'avais hâte d'en faire une vidéo et j'ai réussi à avoir quelques très bons résultats parce que même si c'est pas au point, parfois ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, enfin, je vous fais une vidéo à propos de ce scanner. Ok, alors laissez-moi vous présenter le scanner et les accessoires. Donc moi, j'ai reçu le scanner dans cette boîte très solide. Lorsque le scanner va être en vente, je ne sais pas si ça va arriver dans une boîte comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai reçu, donc laissez-moi ouvrir la boîte. Alors déjà, on a le scanner en tant que tel, donc voilà à quoi ça ressemble. Puis le fil ici, c'est le fil d'alimentation, puis il se visse pour rester bien branché. Et il est un petit peu difficile à dévisser, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc je le laisse toujours connecté. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est déjà branché. Donc voilà le scanner avec le bloc d'alimentation. On a ici une poignée, ça s'installe comme ça et on a une vis qu'on peut venir insérer juste ici et ça c'est quand on veut utiliser le scanner en mode manuel. Ensuite, si on regarde par ici, j'ai le câble USB, c'est de l'USB 3.0. Ici, on a un petit trépied. Donc, si on veut utiliser le scanner avec la table tournante, on peut utiliser ce petit trépied juste ici. Voilà à quoi ça ressemble. Puis le scanner se visse directement sur le dessus comme ça. Ici, on a la table tournante. Il y a un compartiment à batterie, mais on ne va pas utiliser de batterie. À la place, on va venir se brancher en micro USB juste ici. Et puis, de l'autre côté du fil, on a une petite prise jack comme ça. Et cette prise jack vient se brancher directement dans le scanner. Et ça ici, je ne sais pas si c'est le numéro de série, mais en tout cas, 01. Je me demande si j'ai pas reçu le tout premier Creality Magic Swift. Alors, je sais pas, mais j'ai reçu une vidéo démonstration où est-ce que le chiffre ici, c'était pas 01. Alors, je spécule, mais peut-être que c'est le premier. Je ne sais pas. Bon, ensuite, il faut pas se faire piéger. Il y a un étage en dessous. Donc, on va retirer ça. Là, vous voyez, j'ai ajouté du ruban adhésif parce que ça avait tendance à se séparer un petit peu. Donc, je voulais que ce soit bien collé. Ici, on a la surface qu'on va mettre par-dessus la table tournante. Donc, voici la table tournante. On met ça par-dessus comme ça. On a une clé USB qui contient le logiciel, qui contient un petit mode d'emploi et c'est tout. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce scanner-là? Bien sûr, il existe plusieurs sortes de scanners 3D, il y a plusieurs technologies différentes qui existent. Ce scanner-là utilise une technique qui s'appelle le scan par projection de lumière structurée. Alors ce que ça signifie en fait, c'est que on a un projecteur et on a une caméra. Le projecteur et la caméra ne sont pas parallèles. Le projecteur pointe par là, mais la caméra elle pointe un peu par là. Et le projecteur va projeter un motif
sur la pièce qu'on veut scanner. La caméra va observer la déformation du motif sur l'objet, puis elle va être capable de créer un modèle 3D à partir de ça. L'avantage, c'est que ça peut scanner de manière assez rapide. C'est pas dangereux pour les yeux parce qu'on n'utilise pas des lasers ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de la lumière normale. Le projecteur va faire clignoter assez rapidement un motif sur la pièce et autour de la caméra, on a des LED qui vont aussi clignoter assez rapidement pour bien éclairer la pièce parce que la caméra va pas seulement faire un scan 3D, elle va aussi photographier les textures et donc l'objet qu'on va scanner en 3D, il va pas être seulement d'une couleur, il va être des mêmes couleurs qu'il est dans la vraie vie. Et ça, justement, c'est l'autre avantage, c'est que ce scanner voit les couleurs. Les inconvénients, c'est que ça fonctionne mieux quand il fait sombre. Et l'éclairage, pour moi, ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué. Des fois, c'est trop sombre, des fois, c'est trop clair. Si on essaie de scanner quelque chose de transparent, c'est possible que le scanner ne voit pas le motif qui est projeté sur l'objet, donc il n'est pas capable de le scanner. Si on a des surfaces très réfléchissantes, ça aussi, ça peut fausser le scan. Donc, parfois, il y a des trucs qui vont être compliqués à scanner, puis peut-être qu'il va falloir rendre les objets moins réfléchissants. Il existe des produits pour faire ça. Les surfaces trop foncé aussi, ça peut être un problème. Si ça absorbe presque toute la lumière qui est projetée dessus, bien encore une fois, la caméra, elle n'est pas capable d'observer le motif qui est projeté sur l'objet. Tous les types de scan 3D ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, laissez-moi rapidement installer le scanner pour qu'on puisse faire des tests tout à l'heure. Donc, je vais visser le scanner sur le trépied. Je mets le trépied ici. Puis, je vais brancher la table tournante. Le fil USB va juste ici. Alors maintenant, il faut juste se brancher à l'ordinateur et brancher l'alimentation. Avant d'aller à l'ordinateur, rapidement, je voulais vous montrer côté matériel. Je ne sais pas si c'est la version finale parce que c'est tout en plastique, puis ça craque, ça n'a pas l'air extrêmement solide. Et comme vous pouvez voir, on dirait que la peinture, elle veut écailler ici. Alors, je ne sais pas si c'est le hardware final ou si c'est vraiment encore en mode de démonstration, mais je voulais mentionner cette information. Bienvenue à l'ordinateur. On va démarrer le logiciel Magic Swift qui vient avec le scanner et c'est seulement compatible Windows, donc c'est pour ça qu'on est sur Windows aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an maintenant que dans ma vie de tous les jours, mon système d'exploitation principal, c'est Linux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, un récapitulatif d'1 an à utiliser Linux à tous les jours, laissez-moi savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Donc, le logiciel est démarré. On a deux options, le mode de table tournante ou le mode manuel à la main. Puis, le mode manuel, on a aussi un mode expert, mais ça, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. On va commencer par le mode de table tournante. Donc, on ouvre ça, on a le logiciel qui nous ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, je vais vous le présenter rapidement pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration en temps réel où est-ce qu'on pourra voir les options un petit peu plus en détail. Je précise que le scanner, c'est purement un outil de capture. Le scanner en tant que tel ne fait aucun traitement. C'est l'ordinateur qui fait tout le traitement. Et vous voyez ici en haut à gauche la mémoire. Donc ça, c'est la RAM de l'ordinateur. Sur cet ordinateur-là, j'ai 16 GB de RAM et c'est amplement pour utiliser avec ce scanner, mais 8, c'est limite parce que à plusieurs reprises, je faisais des scans et on se rapprochait et même qu'on dépassait un petit peu les 6 GB utilisés. Et il faut avoir un ordinateur quand même puissant idéalement pour avoir un bon taux d'image par seconde parce que si l'ordinateur n'est pas assez puissant, le scan va être extrêmement lent et ça peut être problématique. Donc ici, on est dans la fenêtre du scan en tant que tel. Si je fais Preview ici, on va voir ce que le scanner voit. Alors vous voyez tout en haut à droite, ça c'est réellement l'image qu'on peut voir avec nos yeux. Puis au centre ici, c'est ce que le scanner détecte. Donc là, je vais aller l'ajuster un petit peu. Donc là, vous voyez quand je bouge, maintenant, il détecte bien la table tournante. Donc ça, c'est la page pour faire le scan. Ensuite ici, on a des options d'affichage. À côté ici, lorsqu'on a fait notre scan, c'est là qu'on a certains outils pour sélectionner des parties du scan pour les supprimer, par exemple. La prochaine page ici, quelques outils de diagnostic pour notre scan et quelques options pour améliorer ou réparer le scan. Ici, l'outil d'alignement manuel parce qu'on peut scanner un objet, par exemple, debout et ensuite le scanner couché et combiner les deux scans. L'alignement peut se faire automatiquement, mais si ça ne fonctionne pas, on a ce menu-là ici pour faire l'alignement manuel. Puis ça ici, quelques petites informations comme ça. Et ici, on a un paramètre de luminosité. Donc, encore une fois, si je clique sur Preview, si je descends la luminosité, vous voyez qu'il commence à faire très noir. Et plus j'augmente la luminosité, plus il fait clair. Et si vous regardez tout en haut à droite, où est-ce que ça devient rouge? C'est parce que c'est surexposé. Donc, il faut jouer avec ça un petit peu pour avoir la bonne luminosité. Et vous voyez ici, le scanner prend actuellement environ 12 images par seconde. Vous vous souvenez, lorsque j'ai démarré le logiciel, on avait le choix entre table tournante ou mode manuel. En mode table tournante, vous allez voir tout de suite si je clique sur Initial ici, laissez-moi juste
ajuster encore une fois le scanner. OK, comme vous pouvez voir, le scanner, en ce moment, il détecte la plateforme. C'est à ça que ça sert tous les motifs ici. Et là, je dis le scanner détecte la plateforme, mais en fait, c'est l'ordinateur qui interprète. Alors, puisqu'on détecte la plateforme, quand on va faire le scan, l'ordinateur va vraiment se concentrer à scanner seulement l'objet qui est sur la plateforme. Et lorsqu'on va finaliser le scan, le logiciel, il va retirer la plateforme et il va essayer de retirer tout ce qui est autour et qui n'est pas l'objet. Et bien sûr, en mode table tournante, ça va aussi automatiser le fait que la table tournante va tourner. En mode manuel, c'est pour scanner des trucs qui sont, par exemple, plus gros ou des trucs qui sont plus compliqués à scanner et qu'il faut aller chercher plusieurs angles. Et donc là, le scanner ne fait pas tourner de table tournante. On l'a dans les mains puis c'est nous qui se déplace comme on veut. Et le logiciel va faire moins de traitements pour automatiser le scan. C'est-à-dire qu'il va aller chercher plus de points un peu partout puis il va probablement falloir faire plus de post-traitement pour seulement garder l'objet qu'on veut et retirer par exemple le sol nous-mêmes puis peut-être qu'il va capter des trucs en arrière de l'objet. Donc le mode manuel, ben réellement c'est ce que c'est un mode manuel. Il y a plus de traitement à faire à l'ordinateur. Mais dans mon expérience à moi, le mode table tournante, il n'est pas encore exactement au point. Si le scanner ne voit pas la table tournante au complet, là, on dirait que le logiciel, des fois, il y a de la difficulté à interpréter qu'est-ce qui est quoi. Si l'objet, il est trop grand, ça ne scanne pas correctement non plus. Et étrangement, en mode table tournante, il y a certaines couleurs qui parfois ne sont pas captées correctement. Donc, mon petit personnage ici, vous voyez, ses bottes sont noires. Puis j'ai mis de la farine dessus pour essayer justement d'aider le capteur à détecter les bottes. Et je me suis rendu compte que quand je mets le logiciel en mode scan manuel, les bottes sont parfaitement détectées. Donc, le mode automatique a encore besoin d'être optimisé. Encore une fois, je le mentionne, ce logiciel est en mode démonstration. C'est pas du tout terminé encore, c'est en développement. OK, je vais vous montrer comment faire un scan 3D. Et là, je vous avertis, il va y avoir des clignotements dans ce segment de la vidéo. Donc, si vous avez de la difficulté avec les lumières qui clignotent, vous êtes avertis. Je vais commencer par vous faire une démonstration avec ce petit personnage. Et vous allez voir que cet objet-là, il est trop grand et en mode table tournante, ça fonctionne pas bien. Ensuite, je vais vous montrer mon astuce où est-ce qu'on va quand même utiliser la table tournante, mais en mode manuel. OK. En tout premier lieu, je vais cliquer sur le bouton Preview et là, je vais essayer d'ajuster le scanner, mais comme vous pouvez constater, je ne vois pas l'objet au complet. Donc, je vais essayer de reculer le scanner. Je vais essayer de reculer l'objet. Et là, on le voit presque au complet, mais si je retire mon objet, et là, je quitte le Preview et je vais seulement dans Initial. Comme vous pouvez voir, là, la table tournante, elle est un petit peu trop loin du scanner, elle est mal détectée, puis ça fonctionnera pas très bien. Donc, on va faire Stop. Je vais remettre l'objet. Et là, ce que je viens de vous montrer avec le bouton Initial, ça, c'est très important de le faire. Lorsqu'on utilise le scanner en mode table tournante, il faut retirer l'objet, cliquer sur Initial, s'assurer que l'entièreté de la table tournante est rouge et que tout le reste est bleu. Ensuite, on quitte ce mode-là. On remet l'objet et c'est là qu'on peut commencer à imprimer. Donc, initial, c'est genre l'initialisation du scan en quelque sorte. Et quand on le fait pas, généralement, ça fonctionne pas très bien. Donc là, vous allez voir, si je fais Start, vous allez voir le scan, qu'est-ce que ça donne. Donc, l'objet commence à tourner, ça commence à prendre des photos. Mais là, comme vous pouvez voir, oui, ça scanne mon objet, mais ça scanne pas ses bottes. Ça scanne la plateforme, mais ça scanne aussi le comptoir de la cuisine. Donc ça, c'est pas idéal. Donc comme vous pouvez voir, cet objet-là, trop grand, ça fonctionne pas bien. Donc on va faire Stop. Et là, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc celui-là, je vais le supprimer, je vais pas le garder. Donc je vais appuyer sur le X en haut à droite. Et je vais vous montrer mon astuce si je quitte et que je retourne en mode manuel à la place. Donc voilà, Hand Scan. Là, vous voyez, j'ai pas d'initialisation ou quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'il y ait un mode Preview, par contre. Là, il n'y en a pas. Mais je vais faire Start, puis je vais m'ajuster au fur et à mesure. Donc déjà, il faut que je fasse tourner le scanner sur le côté. Ensuite, je vais pouvoir rapprocher mon modèle un petit peu. Et je crois que ça va être bon. Donc là, je vais cliquer sur Stop. Je vais cliquer sur Discard parce que c'était pas un bon scan. Et on va refaire Start encore. Et là, on voit que le modèle est bien détecté, sauf qu'on est en mode manuel. Donc, la table tournante ne tourne pas tout seul parce que, en théorie, le mode manuel, là, on serait censé prendre le scanner et faire le tour de l'objet. Mais pour un objet qui est petit comme ça, je peux tout simplement le faire tourner à la main. Et ça fonctionne quand même très bien. Donc pour les objets comme ça qui sont mal détectés par le mode automatique, ça peut aider d'y aller en mode manuel et de faire
tourner la table tournante manuellement. Donc, je vais faire le tour au complet, lentement, comme ça. Puis, ça devrait nous donner quelque chose de pas si mal en théorie. OK, donc je vais l'arrêter là. On va voir si le résultat est bon. Je clique sur Stop. OK, donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Les bottes n'ont pas été super bien détectées. En fait, je vais le réessayer, mais je vais mettre la luminosité au maximum. Bon, alors ce scan-là a l'air d'être mieux. On peut faire Next, on peut faire Process, puis là, il va falloir enregistrer le fichier. Et voilà le résultat. Quand même pas si mal. Comme vous pouvez constater, on a nos textures partout. Quelques petits défauts, on a quelques trous, des endroits où est-ce que ça n'a pas scanné, mais on va être capable d'améliorer ça un petit peu. Et tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples de scans que j'ai mieux réussi. Mais là, si je veux aplatir les bottes un petit peu, je peux cliquer ici. Ensuite, dans mon outil de sélection, je peux prendre le rectangle et je peux couper comme ça et je peux cliquer sur supprimer. Donc maintenant, les bottes sont un petit peu mieux aplaties. Là, je vais aller dans les options à côté. Je vais cliquer sur Fill Holes. On va détecter les trous. Puis, il y a des trous qui se réparent mieux par tangente et d'autres par courbe. Je vais cliquer sur tangente, je vais faire Preview et vous voyez que ça vient remplir les trous. Et dans ce cas-là, ça a très bien fonctionné. C'est certain que là où est-ce qu'on remplit les trous, on n'a pas de texture, sauf que c'est quand même très bien rempli. Et là, on peut faire appliquer. Donc ça, c'est un exemple d'un scan 3D. Vous avez vu, c'est très rapide et les textures, on peut s'approcher quand même de très près. Puis, c'est quand même pas si mal. Et si on retire les textures pour voir ça a l'air quoi, juste le modèle 3D en tant que tel, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, il y a un scan qui est quand même très cool. Là, je vous ai présenté le mode manuel, mais sur table tournante. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, le mode manuel, on est censé prendre le scanner dans nos mains et faire le tour d'un objet pour le scanner de tous les côtés. Mais c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement pratique, du moins pas de la manière que je suis installé ici, parce que on est branché au mur, on est branché par USB, et on peut pas juste prendre le scanner et faire un tour comme ça, il faut être assez loin. Donc, il faudrait une extension USB 3.0, et j'en ai pas de disponible en ce moment. Et ça prendrait aussi une extension pour le fil électrique. Donc, juste le scan manuel à la main comme ça. Malheureusement, je suis pas trop équipé pour vous faire une belle démonstration avec ça. Mais juste pour faire une démonstration, même si je sais que ce ne sera pas parfait, je vais prendre ce modèle-là ici. Et là, je ne vais pas mettre le scanner sur la poignée, je vais juste le manipuler manuellement comme ça. Je vais supprimer ce modèle-là ici, puis je vais faire un nouveau scan. Je vais prendre le scanner dans mes mains et là, je vais devoir le recommencer parce que, bien sûr, il n'a pas démarré au bon moment. C'est pour ça que ça prendrait un preview, peut-être que ça prendrait un décompte. OK, je recommence, je fais Start. OK, alors l'objet apparaît et là, je peux me déplacer autour comme ça. Là, je sais, je ne suis pas dans le champ de la caméra, mais là, attendez un petit peu, je m'en viens, là, voilà. Là, je passe devant la caméra. Et vous voyez qu'effectivement, ça scanne, sauf que là, quand je suis trop près, on dirait que là, le scan, il n'est pas content. Là, je vais aller scanner au-dessus et peut-être que je suis capable d'aller en arrière un petit peu. Bon, là, j'arrive pas à récupérer où est-ce que j'étais dans le scan, puis je suis pris dans tous mes fils. Donc, je vais m'en tenir avec ça pour la démonstration du mode manuel, mais vous voyez que ça a quand même bien fonctionné pour ce qu'on a réussi à voir. Si je fais suivant puis que je le fais process, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, pendant que c'est en train de faire le process, je tiens à mentionner que si vous n'êtes pas satisfait de la manière que ça a fait le rendu automatiquement, tout ce que le processing fait ici, vous pouvez aussi le faire manuellement dans les options en haut à gauche. Donc là, par exemple, vous voyez toute la surface du comptoir de la cuisine. Je ne suis pas obligé de retirer ça maintenant. J'aurais pu le retirer juste avant, lorsque j'étais en mode nuage de points. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner aussi. Vous pouvez faire 100% du processing vous-même, une étape à la fois si vous le souhaitez. Bon, et bien, voici ce que ça donne. Ce qu'on a réussi à voir avec le scanner, ça a très bien scanné. Bien sûr, à l'arrière, ça fait un petit peu bizarre de voir en quelque sorte la texture, mais à l'envers. C'est assez étrange. Mais vous pouvez imaginer que si j'avais été capable de faire le tour au complet de l'objet, ça aurait quand même bien fonctionné. Et encore une fois, on voit tous les détails, on voit même la farine sur les bottes de mon personnage. Et ça, on aurait pu répliquer ça avec un objet qui est plus gros, qui est d'une autre forme, qui est de d'autres couleurs, etc. Donc là, j'ai un petit peu travaillé dans le désordre parce que je vous ai présenté le mode manuel avant de faire une bonne démonstration du mode table tournante. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ça, ce projet-là, je ne vais pas le sauvegarder.
Je vais redémarrer le logiciel et maintenant je vais entrer en mode table tournante. OK, on va faire le preview. Je vais centrer tout ça. Ça me semble pas mal. Par contre, côté luminosité, actuellement, c'est beaucoup trop. Alors, je vais descendre ça comme ça, voilà. On va faire stop. Et pendant qu'il n'y a rien sur la table tournante, on va initialiser ça. On va voir qu'effectivement, ça fonctionne. L'entièreté de la surface est rouge. Et là, on va y aller avec un objet qui fonctionne très bien en mode table tournante. On va utiliser un petit objet. J'ai ici un jeu de Nintendo 64. Je vais commencer par le scanner comme ça. Et ensuite, je vais faire la même chose, mais je vais le mettre de côté. Alors, tout ce que j'ai à faire en mode table tournante, c'est je fais Start. Puis tout le reste se fait tout seul. Comme vous pouvez voir, le comptoir de cuisine n'apparaît pas. Il y a vraiment juste la plateforme qui tourne ainsi que le jeu de Nintendo 64 qui sont détectés. Et là, vous allez voir, c'est quand même fascinant. C'est que lorsque le modèle est généré, on est presque capable de lire le tout petit texte qui est à l'arrière, donc la qualité est quand même pas si mal. OK, alors voici ce que ça donne. Bien sûr, on est encore en mode de nuage de points, alors on voit pas tout. Puis là, comme vous pouvez constater, qu'est-ce qui est en rouge, c'est qu'est-ce qui va être supprimé, et ça vient chercher quand même une bonne partie de la cassette, malheureusement. Si on va dans les options, vous voyez ici Basement Selection, qui est une drôle de façon de dire détection de la base. Basement, ça veut dire sous-sol, donc drôle de traduction. Ça, c'est pas encore tout à fait au point selon moi, donc je vais retirer la sélection. Puis, ce que je fais, c'est pas idéal, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé jusqu'à présent dans ce logiciel-là. J'aligne ça comme ça, j'essaie de mettre ça le plus droit possible. Ensuite, je prends mon rectangle, je sélectionne la base le mieux que je peux. Et ensuite, je vais faire supprimer. On va voir s'il reste des trucs à retirer après. Là, vous voyez, on a retiré pas mal tout ce qu'il fallait retirer. Puis, on n'est pas allé retirer une trop grosse partie de la cassette. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est changer l'orientation de la cassette. Donc, je vais la coucher comme ça maintenant. Puis, je vais faire Start. Et là, il faut enregistrer le fichier. Et là, ça va commencer à faire le deuxième scan, donc dans la nouvelle orientation qu'on a choisie. Et encore une fois, comme vous pouvez constater, avec un petit objet comme ça qui prend pas trop de place sur la table tournante, ça fonctionne assez bien, la détection. Encore une fois ici, je vais refaire la même chose. Je vais désélectionner la base et je vais la sélectionner moi-même. Donc, je reprends mon rectangle parce que ça oublie toujours c'est quoi l'outil que je veux utiliser, puis ça remet un autre outil par défaut. Là, je vais tout de suite faire supprimer. On va voir s'il y a d'autres trucs qu'il faut qu'on retire. Là, vous voyez, ça n'a pas supprimé tout ce que je voulais. Donc là, je vais revenir comme ça. Puis, j'enlève tout ce que je peux. Et maintenant, on va cliquer sur Process. Et quand on va cliquer là-dessus, ça va ajouter notre autre scan. On clique sur Process. Ça va maintenant tenter d'aligner les deux objets. Et avec cette cassette, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça ne marche pas. Et effectivement, vous voyez, le visage de James Bond, il est ici, mais il est aussi là. Donc, l'objet, il est genre bien aligné, mais à l'envers. Alors, on va aller dans Alignement manuel. Et là, on va cliquer sur Create Marker Pair. Puis là, je vais aller, par exemple, ici au milieu du 0, je vais faire clic droit. Puis je vais faire la même chose ici, clic droit. Ensuite, il faut recliquer sur Create Marker Pair pour en faire un autre. Donc, je vais prendre par exemple son nez ici. Alors, je vais cacher celle-là. Je clique ici, je remets ça. Et puis là, on va aller chercher quelque chose en arrière. Je vais prendre le rebord qui est juste ici. Donc, je clique encore sur Create Marker Pair. Je clique là. Puis ici, ben, vu qu'on n'a rien en dessous, il va falloir que je vienne cliquer genre sur le rebord comme ça. Puis vous voyez que ça a fonctionné. Et là, en théorie, on a 3 points. On devrait pouvoir l'aligner correctement. Donc j'espère que ça va fonctionner. On regarde. Est-ce que ça fonctionne? Et oui, effectivement, vous voyez, le visage maintenant, il est du même côté. Donc ça a fonctionné. Là, on peut faire appliquer. Et ensuite, on peut faire suivant. Et là, ça va fusionner les deux modèles et ça devrait donc créer le modèle 3D de notre cassette. Et en théorie, vous pouvez faire autant de scans que vous le voulez. Donc là, j'ai fait l'exemple avec juste 2 scans, mais ça aurait pu être 3, 4, 5 scans de différents angles. Et puis tout à l'heure, je vais vous montrer quelques objets que j'ai scannés précédemment. Et cette cassette-là, entre autres, je l'ai fait avec 3 scans. Donc, une fois debout, une fois couché sur le verso et une fois sur le recto, si on peut appeler ça comme ça. Regardez ça, c'est quand même vraiment pas si mal. Comme vous pouvez constater, je suis quand même bien zoomé dessus, puis j'arrive quand même à voir
pas mal de détails. Puis regardez à l'arrière, on est capable de lire le texte. On est réellement capable de lire le texte. Moi, je trouve ça fascinant. Le dessous, c'est un petit peu buggé quand même. Si j'avais scanné avec d'autres angles, peut-être que ça aurait mieux fonctionné. Mais voici tout de même ce que ça donne. OK, alors juste pour finir, côté logiciel, je veux vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à obtenir comme qualité avec des scans que j'ai fait auparavant. Où est-ce que là, j'ai vraiment pris mon temps, autant côté luminosité pour le scan et tout, mais aussi côté processing à l'ordinateur, où est-ce que j'étais pas en train d'essayer de vulgariser rapidement comment ça fonctionne, puis que je prenais vraiment mon temps pour faire une bonne démonstration. Donc, je vais ouvrir des projets que j'ai fait précédemment. Alors, le scan numéro 1, c'est le nain de jardin couché. Alors, si je retire ça et ça, vous voyez le modèle, qu'est-ce que ça a donné. Un très beau scan. Comme vous pouvez voir, on est capable d'aller très près et la qualité est quand même très bonne. Si on regarde à l'arrière, vous voyez... très beau scan. Quelques trous ici, mais ça s'est bien réparé. Et bien sûr, sous le modèle, le scanner n'a pas vu parce que je l'ai scanné seulement dans une position. Mais ça, c'est un très beau scan. Ensuite, si on regarde celui qui est debout, le scan numéro 3, regardez ce que ça donne quand même. L'entièreté a très bien scanné. Puis, je pense que c'est ce modèle-là que je vais essayer d'imprimer en 3D. Et juste pour vous montrer à quel point il y a des détails, vous voyez ce petit truc-là ici, c'est pas un défaut, c'est réellement sur le modèle. Vous voyez juste ici, une petite égratignure. Puis ce détail-là, on est capable de le voir sur le scan 3D. Quand même incroyable, je trouve. Et si je retire les textures, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, je veux vous montrer le scan que j'ai fait précédemment avec la cassette de Nintendo 64, où est-ce que là, j'ai utilisé 3 scans. Alors, si je cache tout ça, vous voyez, j'ai ce scan-là ici. Ensuite, j'ai un autre scan où est-ce qu'on ne voit pas le derrière. Et ensuite, j'ai un autre scan où est-ce qu'on ne voit pas le devant. Donc, ça vous donne une petite idée de comment j'ai fait ça. Puis, voilà ce que ça donne. Quand on zoome, on voit super bien. À l'arrière, on est capable de lire. Et en dessous, regardez ce que ça a donné cette fois-ci. Ça a genre dédoublé, mais c'est quand même pas si mal. La forme est là. Il n'y a pas eu de trou cette fois-ci. C'est juste la façon que les textures ont été appliquées. Puis ça, probablement que c'est quelque chose qu'on pourrait corriger dans un logiciel où est-ce qu'on peut gérer les couleurs sur les modèles 3D. Et si on retire les textures, ben, ça donne cette forme-là ici, avec les petites indentations et tout. On voit même le trou où est-ce qu'il y a les vis. Ça aussi, ça a très bien scanné. Et un truc que là, je vous avais pas montré jusqu'à présent, le scan numéro 6, c'est un vase imprimé en 3D que j'ai scanné en 3D. Alors voilà, je retire le nuage de points et vous voyez ce que ça donne. Je l'ai imprimé à l'envers parce que sinon, le scanner, il comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait avec le dessus du vase. Et comme vous pouvez voir, ça a très bien fonctionné. En fait, attendez, je vais aller vous chercher l'objet. Donc, voici le vase en question. Par contre, bien sûr, l'objet en tant que tel n'est pas identique au scan. Les arêtes ici sont bien pointues, super définies, tandis qu'ici, on dirait que c'est plus doux. Mais on voit quand même que ça a réellement détecté toutes les formes. Donc, j'imagine qu'avec de nouveaux paramètres, peut-être que ce serait possible de rendre le scan plus précis, moins arrondir lorsqu'on fait le processing, garder les trucs plus droits. Mais en tout cas, ça aussi, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à vous présenter. Donc là, bien sûr, je vous présente des scénarios qui ont bien fonctionné, mais encore une fois, il y a des couleurs que ça marche moins bien, il y a des objets que, selon la luminosité, si c'est trop gros, si c'est trop petit, c'est pas toujours facile à utiliser. Puis, en ce moment, comme je vous disais, c'est en mode démonstration. Puis, moi, j'avais pas un très bon mode d'emploi, c'est-à-dire que oui, ils m'ont envoyé un mode d'emploi qui explique les bases, sauf que j'avais aucune information sur comment faire des opérations avancées. Il a fallu que je devine un petit peu comment le logiciel fonctionnait par moi-même, mais c'est quand même pas si mal ce que j'ai réussi à obtenir. Donc c'est pour ça que je jugeais que même si c'est en mode démonstration, je me sentais prêt à faire une vidéo à propos de ce scanner. Ok, alors la prochaine fois qu'on se voit, on va être à l'atelier pour imprimer en 3D un objet qu'on a scanné. Donc pour vous, ça va être dans la même vidéo, mais pour moi, ce sera une nouvelle journée. Bienvenue à l'atelier. Comme vous pouvez constater, l'impression 3D est déjà débutée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer à l'ordinateur tout à l'heure comment j'ai préparé le fichier avant l'impression. Mais juste avant de faire ça, je veux vous parler du plastique que j'utilise pour imprimer cette pièce, le nouveau éco-filament PLA LX175 de Solutions Effic Eco. Et je ne suis pas payé pour vous parler d'eux, c'est une collaboration amicale. Ils m'ont envoyé une bobine de plastique ainsi qu'une boîte EcoRécup et je vais vous présenter tout ça. Solutions Effic Eco, je vous ai déjà parlé d'eux, c'est une nouvelle compagnie québécoise et apparemment c'est la seule compagnie au Canada à offrir ce type de PLA, le PLA LX175. Précédemment, j'avais testé leur Air PETG qui était du PETG recyclé. Là aujourd'hui, ce n'est pas du PLA qui est recyclé, mais c'est du PLA qui est considéré comme étant éco-responsable. Il y a plusieurs raisons pour ça. Alors déjà, le plastique provient d'un fournisseur local.
Et en plus, eh bien, le plastique, il est transformé en filament localement aussi. Ok, alors voici les deux petits Benchy Boat que j'ai imprimés pour qu'on puisse voir si c'est un filament qui s'imprime bien. La différence entre ces deux bateaux, c'est qu'il y en a un qui a été fait à une résolution de 0,12 mm par couche et l'autre a été imprimé plus rapidement et il a été imprimé à 0,2 mm par couche. Bon, alors je vais vous zoomer sur celui qui a été imprimé en 0,12 mm d'épaisseur par couche. Donc voilà, ça c'est le plus près que je peux vous zoomer. Donc ça ressemble à ça. Ça semble très constant en frais d'épaisseur. La buse aurait peut-être pu être un tout petit peu plus éloignée du plateau parce que vous voyez, les quelques premières couches ont fait un petit peu de surextrusion. Mais après ça, le reste, c'est très constant. À l'arrière, je suis très bien capable de lire le hashtag 3D Benchy. Magnifique couche de dessus, un excellent remplissage. Donc voilà ce que ça donne en 0,12 mm par couche. Maintenant, on va regarder l'autre qui a été imprimé en 0,2 mm par couche. Là, les couches sont un petit peu plus épaisses, donc on arrive mieux à les voir. Si je regarde vraiment l'épaisseur de chaque couche, tout semble pareil, ce qui indique un filament qui a un diamètre très constant sur toute sa longueur. Là aussi, même en 0,2, on est capable d'assez bien lire le hashtag 3D Benchy. Ensuite, sur le dessus, encore un très beau remplissage. Maintenant, sur les côtés, les deux bateaux ont très bien imprimé. Filament très agréable à utiliser. Donc encore une fois, éco-filament PLA de chez Solutions Effic-Eco. Je veux maintenant vous parler de la boîte EcoRécup. Donc ça, je me suis filmé tout à l'heure lorsque je l'ai rempli. J'ai mis des résidus de filament, puis j'ai aussi mis tout plein d'impressions que j'ai fait dans le passé puis que je n'utilise plus. Donc par exemple, tous les Benchy Boats que je fais quand je teste des imprimantes, j'ai pas besoin de garder tous ces petits bateaux. Donc je vais leur envoyer tout ça. Et ça, c'est une bonne option, surtout pour ceux qui impriment beaucoup. Parce que si vous faites une commande avec 5 bobines, vous pouvez avoir une boîte EcoRécup gratuitement. Ou si au cours d'une année, vous achetez 10 bobines, vous pouvez encore une fois avoir une boîte EcoRécup gratuitement. Lorsqu'on reçoit la boîte, ça vient avec une étiquette, donc les frais d'expédition sont prépayés. On envoie ça à Solutions Effic-Eco. Eux, ils vont faire le tri du plastique et éventuellement, ils vont être capables d'offrir des bobines de plastique recyclées qui vont avoir été fabriquées, entre autres, à partir des boîtes EcoRécup. Avec la boîte, on a un petit papier, donc je vais vous laisser faire pause si vous voulez lire ça plus en détail. Et si on retourne de côté, on voit que le papier s'en fait un formulaire, donc encore une fois, ça aussi, je vous laisse faire pause si vous voulez voir plus en détail. Essentiellement, le but de ce formulaire, c'est de dire à Solutions Effic-Eco, c'est quoi les sortes de plastique qu'il y a dans la boîte pour qu'eux, ils puissent faire le tri et savoir quels plastiques peuvent aller ensemble, quels plastiques il ne faut pas mélanger, pour ensuite créer de nouveaux filaments. Donc la boîte EcoRécup, ils sont encore en phase d'expérimentation, bien sûr, c'est tout nouveau. Donc le but de ce formulaire, c'est de les aider le plus possible à comprendre qu'est-ce qui se trouve dans votre boîte. Alors merci à Solutions Effic-Eco de m'avoir fourni ce nouveau filament PLA. Et je les remercie aussi de s'occuper de tous mes morceaux de plastique que j'accumulais depuis que j'ai commencé à faire de l'impression 3D. Donc ça a presque rempli la boîte. Alors je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo pour aller voir le site de Solutions Effic-Eco. Ok, bienvenue à l'ordinateur. On va regarder comment j'ai préparé le fichier pour imprimer. J'ai choisi d'imprimer le nain de jardin qui est debout et directement en sortant du logiciel de scan 3D, le fichier STL, il fonctionnait dans Cura sur mon ordinateur chez moi, il fonctionnait sur mon ordinateur portable, puis ici à l'atelier, ça ne fonctionnait pas dans Cura. Je ne sais pas pourquoi, ça disait que le fichier était invalide et pourtant il fonctionnait sur mes autres ordinateurs. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis le fichier dans MeshLab et j'ai rien fait, je l'ai juste réexporté. Et puis là, bien, vous allez voir, je suis capable de l'importer. Donc, je glisse et voilà. Bon, clairement, on ne veut pas l'imprimer comme ça. Alors, on va changer l'orientation un petit peu, voilà. On va le mettre du bon côté. Et là, je vais décocher Snap Rotation pour faire des ajustements un petit peu plus fins. Bon, voilà, c'est pas si mal. Et puisque les bottes sont pas parfaitement plates, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le modèle et je vais le faire descendre un tout petit peu comme ça. Alors là, maintenant, vous allez voir, il y a une partie des bottes qui est sous la zone d'impression et donc ça va couper bien droit à cet endroit-là. Ce qui est sous la zone d'impression ne va pas imprimer. Là, il y a tout plein de sortes de façons différentes d'imprimer cette pièce-là pour optimiser les supports et tout. On pourrait lui donner un certain angle, le pencher un petit peu vers l'arrière pour éviter qu'il y ait des supports à l'avant. Moi, je suis allé bien simple. Je l'ai laissé debout et j'ai laissé Cura décider tous les supports pour moi. Et ça, c'est une très grosse impression. Alors, pour sauver du temps, déjà, le remplissage, je mets ça à 0. La qualité
0,3 mm d'épaisseur par couche. En ce moment, je ne peux pas me permettre de surveiller une impression pendant 20 heures. Donc là, j'ai optimisé l'impression pour qu'elle prenne environ 6h30, ou du moins c'est ce que Cura estime. Donc ça se peut que ça prenne environ 8 heures, maximum 10. Parfois, les estimations sont pas super. Alors, résolution 0,3 pour sauver du temps. Et puisque le modèle est assez gros et qu'il n'y a pas de tout petits détails, ça ne devrait pas vraiment affecter la qualité visuelle. Puisque l'intérieur, je lui mets aucun remplissage, je vais lui ajouter quelques couches sur les côtés et sur les dessus. Donc, je vais mettre une épaisseur d'1,2 ici et là. Ensuite, le infill, j'ai dit 0%. Matériaux, on va imprimer à 210 degrés. La vitesse, là, je suis sur la Ortur 4 V2, puisque en ce moment, mon objectif, c'est de l'imprimer quand même rapidement. 100 mm par seconde pour la vitesse maximale d'impression. Dans Travel, pour les rétractions, 5 mm c'est suffisant, puis 60 mm par seconde pour que ça soit un peu plus rapide. Cooling, on laisse ça comme ça. Support, on en ajoute, bien sûr, puis l'angle, je vais mettre 45 degrés. Puis on en met partout. L'adhésion sur le plateau chauffant, sur la Ortur 4, le plateau chauffant pour moi il colle super bien. Donc j'ai pas vraiment besoin d'ajouter quoi que ce soit pour l'adhésion, mais je vais mettre un skirt avec 2 périmètres qui va faire 2 fois le tour de la pièce sans toucher à la pièce, juste pour m'assurer que le filament coule bien de la buse et qu'il colle bien au plateau. On n'a pas de double extrusion et on n'a pas de modes spéciaux. Donc, c'est ça pour le côté paramétrage. On va faire slice. Et voilà, donc ça dit 6h35 minutes. Dans la réalité, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que ça. En ce moment, mon print en hauteur, il est dépassé la moitié. Ça dit que je suis à 70% de l'impression et ça a pris 5h52. Alors, on va voir réellement qu'est-ce que ça va donner. Je vais cliquer sur Preview ici pour qu'on puisse voir les différentes couches. Si on commence tout en bas, vous voyez, il y a du support qui s'imprime en bleu. On n'a pas de remplissage, on a juste des contours. Puis, quand il y a des formes qui doivent apparaître sur le modèle, vous voyez qu'on a un genre de remplissage qui se fait seulement aux endroits où on en a besoin. Puis ça, en fait, c'est des couches pleines. Ça correspond aux couches de dessus. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va continuer de monter. On monte, on monte, on monte, on continue. Alors là, on va commencer à avoir les bras. Et là, vous voyez que ce support-là ici, il est très, très, très important. Le bras, il commence directement dans le support. Et ensuite, voilà, ça se termine comme ça. Et puis, le reste, plus besoin de support après. Ça se termine comme ça. Alors, c'est exactement comme ça que j'ai décidé de l'imprimer. C'est comme ça que ça s'imprime actuellement. Lorsque ça va être terminé d'imprimer, je retire les supports et on pourra regarder ce que ça donne. Ok, regardez ça, l'impression est enfin terminée. En tant que telle, l'impression s'est extrêmement bien passée. Ce qui a été plus compliqué, c'est retirer tous les supports. Donc la majorité des supports se sont bien enlevés, mais l'endroit où est-ce que les supports commencent et l'endroit où est-ce qu'ils se terminent, parfois des petits bouts qui restent collés, donc c'est pour ça que si on regarde dans le visage surtout, il y a des bouts qui sont un petit peu plus pâles parce que j'ai dû poncer. Et bref, j'ai mis facilement 2 heures à essayer de tout nettoyer cette pièce. Mais bref, comme vous pouvez constater, les deux sont pratiquement de la même dimension. Et à aucun moment, j'ai spécifié à l'ordinateur la dimension de l'objet original. J'ai simplement scanné l'objet, je l'ai mis dans Cura, puis je lui ai dit de l'imprimer à la dimension que le scanner l'avait détecté. Et comme vous pouvez constater, c'est très très bien réalisé, c'est la même chose partout. Et cet objet-là, dès le départ, vous voyez, il n'est pas parfaitement lisse. Il y a plein d'endroits où est-ce que ce sont des faces plates. Et ces petites faces plates sont très bien reproduites sur l'objet imprimé. Si je regarde au niveau du chapeau, si je regarde au niveau de la barbe ici, si je regarde même au niveau des bottes, c'est la même chose. On voit un petit peu la ceinture ici, puis le relief est assez
comparable, j'ai envie de dire. Là, c'est certain qu'ici, on le voit moins puisque c'est en seulement une couleur. Mais franchement, moi, je suis bien impressionné. De derrière, ça a super bien fonctionné aussi. Si je le tourne de l'autre côté, ici, malheureusement, il y a un petit trou parce qu'en retirant un support, probablement qu'il y avait une faiblesse à cet endroit-là. Très, très cool. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Je pense qu'en continuant de poncer un tout petit peu, et si je décide de peindre ce modèle, ça pourrait être quand même très convaincant. Bon là, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de yeux. Comme vous pouvez constater, le modèle original, ses yeux, ils sont comme ça. Donc on les voit pas vraiment ici parce que c'est pas du relief, c'est juste de la couleur. Donc regardez la bouche, le nez, on a les narines en dessous. Les oreilles aussi, on a un relief à l'intérieur. On peut voir les différents doigts. Il y a un petit relief, mais ça serait plus facile avec de la couleur. Si je vous descends, par contre, il y a un petit défaut. Vous voyez ici, il y a une ligne et ça continue de l'autre côté. En fait, il y a eu un shift un petit peu vers l'arrière. Donc ça, c'est un petit peu difficile de savoir exactement c'est quoi. Parce que ça, c'est pas une ligne de débordement, c'est vraiment le print a eu un décalage. Peut-être que les supports précisément à cet endroit-là, ils étaient placés d'une façon que l'imprimante a dû bouger trop vite, et puisque je la faisais imprimer rapidement, peut-être que là, c'était juste trop rapide, puis elle a sauté un pas. C'est quelque chose qui est possible, parce que c'est juste là que c'est arrivé, nulle part ailleurs. Mais à part ça et le petit trou en retirant le support, le reste est très joli. Vous voyez, même les bottes, les genres de face plate, c'est la même chose sur les bottes du modèle original. Alors, le nouveau scanner de Creality, même si c'est pas encore parfaitement au point, puis que l'expérience n'est pas parfaite, c'est un petit peu difficile à utiliser, on peut quand même constater que le scanner est quand même capable de fonctionner lorsqu'il est dans des situations optimales. Et là, je vais tricher un petit peu pour vous montrer de quoi ça aurait l'air si j'avais pas dû poncer à certains endroits. Je vais juste aller mouiller cette pièce, puis vous allez voir que toutes les zones qui sont plus pâles, elles vont disparaître. Alors, je reviens. Et voilà, maintenant que le modèle est mouillé, tous les petits défauts de ponçage sont disparus. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air si on appliquait encore un petit peu de post-traitement et si on décidait peut-être de peindre le modèle, ça pourrait donner quelque chose de franchement pas si mal. En fait, je dis pas si mal, mais c'est assez excellent, je crois. Donc voilà, c'est le résultat que j'ai pu obtenir. Ok, alors c'est le moment où est-ce que je vais vous partager mon opinion sur ce scanner de Creality. Selon moi, le hardware, le matériel est presque terminé s'il ne l'est pas déjà. Côté projecteur, côté caméra, lumière et tout, ça semble bon. Le seul truc que je changerais personnellement, c'est la construction, c'est-à-dire que ça, c'est entièrement en plastique qui craque un peu. Donc, si ça pouvait être construit d'une manière un petit peu plus solide, ça serait quand même bien. Côté logiciel, par contre, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Le mode table tournante qui essaie d'automatiser plusieurs choses, ça fonctionne bien sur de petits objets, sauf que dès qu'on veut prendre des objets qui sont un peu plus gros, là, par contre, ça devient un petit peu plus difficile. Il y a certaines couleurs sur les objets qui sont plus difficiles à détecter. Parfois, si on ne voit pas la table tournante dans son entièreté dans le logiciel, ça pose problème. Puis, si on va en mode manuel, il y a certains trucs qui fonctionnent mieux, sauf que puisqu'on a des câbles à l'arrière et que le scanner doit être relativement loin de l'objet pour le scanner, ben ça fait en sorte qu'on aurait besoin d'extensions autant pour l'USB 3.0 que pour l'alimentation, parce que sinon il n'y a pas assez de fil pour faire le tour complet de l'objet. Le logiciel, puisqu'il est encore en développement et qu'il n'y a pas énormément d'instructions, il est un petit peu difficile à apprendre à utiliser. Il a fallu que je devine beaucoup de choses par moi-même, mais j'y suis arrivé au moins. Mais encore une fois, le logiciel est en développement, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et comme j'ai pu le constater quand j'ai imprimé cet objet-là, que j'ai précédemment scanné avec ce scanner, et bien même si c'est encore en mode de démonstration, lorsque ça fonctionne bien, dans des conditions idéales, ça fonctionne quand même très bien. Autant le modèle 3D en lui-même que même le modèle lorsqu'on lui applique les textures. Alors, conclusion, je pense que c'est un scanner très intéressant. C'est pas encore au point pour donner la meilleure expérience utilisateur, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur, lorsqu'il y aura des mises à jour puis que le logiciel va être plus compétent. Alors, merci beaucoup à Creality de m'avoir envoyé ce produit pour que je puisse le tester. Et merci aussi à Solutions Efficeco pour la bobine de filament et aussi pour la boîte EcoRécup. Je vais aller poster cette boîte très bientôt. Si vous avez des suggestions de qu'est-ce que je pourrais scanner, quel projet je pourrais faire avec ce scanner, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!